Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. Plein d'expériences ou d'émotions sont déjà écrites dans des fragments que je vais ensuite recoudre entre eux. Moi, c'est quelque chose parce que j'aime beaucoup la spontanéité, la brûlure des fragments, parce que c'est des choses qu'on écrit quand on est malheureux, quand on est heureux, quand on a vécu des choses belles, quand on a vécu des choses... Et ensuite, pour moi, l'écriture, c'est comment une intrigue met en mouvement des fragments et des émotions qu'on connaît, qu'on a connues. Bonjour Hajar Azael. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui sur le salon du livre d'Asnières pour parler d'écriture. Et la première question que j'avais envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez eu envie d'écrire un roman ? Parce que c'est bizarre quand même d'avoir ce type d'envie. Je suis complètement d'accord. Il y a des fois où je me demande pourquoi je fais ça. Mais non, l'écriture, en fait, c'est pas quelque chose qui est lié à ma formation du tout. Moi, j'ai une formation plutôt scientifique et je travaille dans le domaine de la démocratie participative, donc il n'y a pas vraiment de lien. Mais en revanche, c'est venu plutôt d'un média que j'ai créé qui s'appelle honorient.com, qui, en fait, en 2013, post-printemps arabe, moi ayant grandi au Maroc, je me suis vraiment sentie appartenir à cette jeunesse de ces pays du monde arabe qui se sont révoltés et qui, notamment, par le biais culturel, ont revendiqué des visions, des singularités, des manières de voir le monde qui étaient vraiment nouvelles et qui étaient rafraîchissantes. Et donc, dans ce média, on a interviewé des rappeurs, des street artistes égyptiens qui sortaient dans la rue pour faire passer des messages politiques, etc. Et ce média, en fait, a très vite pris de l'ampleur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu culturel sur ces pays-là dans les médias traditionnels, que ce soit d'ailleurs dans les pays ou dans les médias occidentaux. Et en fait, à force d'écrire, je pense j'ai dérouillé ma plume et j'ai aussi mis fin à une sorte de peur de ne pas se sentir légitime, parce que je pense que c'est ça la plus grande barrière, en tout cas dans mon cas, de se dire qu'est-ce que je veux bien pouvoir raconter, même si j'aime écrire, j'aime lire, je pense avoir une facilité avec le médium écriture. Et donc suite à un voyage que j'ai fait pendant 6 mois du Maroc à la Jordanie, je suis revenue, ça m'a bouleversée et le médium d'écriture s'est imposé à moi parce qu'en fait, je n'arrivais pas à raconter ce voyage autrement que par l'écrit, puisque les conversations ne suffisaient pas, par définition, même 3-4 conversations ne suffisaient pas. Et donc cette expérience m'a vraiment... j'ai adoré faire ça et du coup, ça ne m'a pas quittée. Donc ce roman-là, je ne l'ai jamais envoyé, il est toujours d'ailleurs, il vaut mieux qu'il reste dans mes tiroirs parce qu'il n'était pas bon. Mais par contre, il m'a vraiment poussé ensuite à poursuivre et ça ne m'a pas quitté et je pense que ça ne me quittera pas. Est-ce que l'écriture, c'était une pratique que vous aviez déjà depuis longtemps, genre peut-être par des journaux intimes ou par l'écriture d'articles? Enfin, c'est quelque chose pour vous, effectivement, qui était entre guillemets naturel? Oui, complètement. En fait, moi, depuis que je suis vraiment enfant, c'est une pratique que j'ai eue. J'ai écrit des petites histoires, j'ai inventé des débuts de nouvelles, beaucoup de poésie aussi. C'était vraiment un refuge, je pense, étant assez introvertie et puis en lisant beaucoup. C'était vraiment un univers qui était que le mien. Mais par contre, ça, justement, c'était très intime, donc ça ne m'appartenait qu'à moi. Je partageais pas forcément beaucoup. Et c'est vraiment avec ce projet de média que là, j'ai commencé à avoir un petit public, donc des gens qui faisaient des retours, etc. Et c'est cet encouragement-là aussi, je pense, qui m'a poussée ensuite ce qui m'a donné envie d'aller plus loin et aussi d'écrire des choses plus longues. Les écrivaines, les autrices sont des gens qui lisent d'abord. Est-ce que vous, vous m'avez déjà dit que vous lisiez beaucoup, il y a des auteurs comme ça qui vous inspirent ou vers lesquels vous revenez souvent? Oui, alors moi déjà le premier livre, je pense, qui m'a vraiment bouleversée et qui m'a fait prendre conscience qu'un livre pouvait être quelque chose d'une expérience en soi, comme si on l'avait vécu, comme si c'était nous qui étions entre les pages. C'est un livre de Mohamed Choukri, qui est un écrivain marocain, qui s'appelle Le pain nu. Et en fait, c'est un récit autobiographique qu'il a écrit en fait de briques et de broc parce qu'il était analphabète et qu'il a appris un peu sur le tard à écrire.
et qui raconte vraiment Tanger, qui est une ville aussi d'écrivains, une ville extrêmement mythologique où toute la Beat Generation, les Jack Kerouac, les William Burroughs sont passés, mais du point de vue d'un local et notamment de quelqu'un de très pauvre et qui en fait, c'est un livre qui nous fait rentrer dans les bordels de Tanger, qui nous fait rentrer, qui nous montre aussi le rapport aux Occidentaux qui venaient chercher des services en fait sexuels chez les Marocains défavorisés. Et en fait, c'était des endroits qui m'étaient interdits. Je l'ai lu à 14-15 ans. Et ça m'a bouleversée parce que jusqu'ici, je lisais beaucoup de classiques, c'était beaucoup de Zola, mes parents étaient très fiers, ils me regardaient, j'adorais ça. Mais leur regard a changé quand j'ai lu ce livre, parce que là, c'était nous. Et là, c'était... c'est presque interdit de lire ce livre, parce que d'ailleurs, il a été censuré au Maroc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'un livre pouvait faire ça, qu'un livre pouvait me faire rentrer dans des lieux qui m'étaient interdits et que voilà, j'avais l'impression de vivre ce que je lisais. Et depuis, je pense que j'ai continué à être bouleversée par des livres un peu transgressifs comme celui-là. Donc, Louis Ferdinand Céline, évidemment, comment ne pas le citer, Le Voyage au bout de la nuit, même Michel Houellebecq, j'en ai lu beaucoup trop, parce que quelque chose de très prenant, de très sincère, de très écorché, et je pense que c'est ce qui m'intéresse dans l'écriture. Ensuite, il y a plein d'autres écrivains, mais je pense que ceux qui me touchent sont ceux-là, ceux qui transgressent par leur sincérité la société et aussi cherchent une langue pour transgresser, comme Céline qui fait rentrer de l'argot dans... Alors justement, vous avez cherché une langue. Et pour écrire votre premier roman, cette question du style, c'est très compliqué à expliquer, mais comment vous y êtes pris? Voilà, est-ce que vous vous êtes dit, voilà, je vais écrire comme ci, comme ça comment vous avez fonctionné? C'est une question qui est hyper intéressante parce qu'en plus, la langue de mon premier roman, je ne sais pas si elle est transgressive. Finalement, je pense qu'on doit d'abord trouver la musique de son histoire, et si l'histoire impose autre chose que la transgression, il faut l'accepter. Ma première histoire, c'est une histoire de famille, une histoire méditerranéenne qui se passe dans un village imaginaire qui s'appelle Tef. Et en fait, pour l'écrire, j'ai commencé, je fais souvent ça maintenant, enfin je commence, donc c'est difficile de généraliser, mais d'écrire une sorte de prélude qui est un peu vraiment la musique du roman et que je relisais à chaque fois que j'écrivais ou que je perdais l'esprit du roman. Et donc il y avait vraiment quelque chose de très musical qui d'ailleurs a été enlevé ensuite au moment de l'écriture, mais qui me permettait d'avoir comme un diapason, quelque chose qui me remettait dans le ton de ce livre. Et donc c'est une langue plutôt proche de la nature, proche des éléments. C'est un livre structuré autour de terre, mer, soleil. Donc c'est plutôt ça qui est majeur dans ce texte. Et puis j'essaie de continuer à faire ça, à chaque fois d'écrire une sorte de prélude qui me permet de me retrouver dans la musique du texte. Donc vous avez dit, est-ce que vous écrivez là en ce moment un nouveau livre? Parce que vous sembliez le sous-entendre. Ouais, le sous-entendre, ouais. Oui, alors j'écris un second roman, mais c'est encore très chaotique. Mais oui, je suis en cours d'écriture, je suis même en cours de finalisation, mais que je vais sûrement laisser décanter parce que pour l'instant, voilà. Je ne chercherai pas à en savoir plus. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous vous imposez une forme de contrainte d'écriture, ou de routine plutôt? Parce que le mot contrainte est peut-être un peu dur, mais je sais que beaucoup d'écrivains me disent moi j'ai besoin d'une routine, j'ai besoin d'être très seul. Bon, après ça dépend des personnes bien sûr, mais quelle serait votre routine s'il y en a une? Oui, moi j'essaie d'écrire tous les jours. En fait, j'ai un flux d'écriture qui est assez... plafonné entre guillemets, j'ai du mal à écrire beaucoup d'un coup. Du coup, j'essaye vraiment je pense aussi que j'ai une attention qui part dans tous les sens. Du coup, j'essaie vraiment de me contraindre à écrire une demi-heure par jour, ce qui est pas beaucoup, mais qui me permet c'est des pierres, des petits cailloux ajoutés les uns aux autres qui font ensuite un édifice. Et après, j'y arrive pas toujours, mais oui, c'est plutôt régulier, et plutôt le matin, parce que j'aime bien cet état d'esprit où un peu vierge de toutes les agressions, de tous les bruits de la ville, de toutes les injonctions, de toutes les notifications aussi. C'est un peu ça mon rituel. Je voulais aussi savoir quel a été votre rapport avec votre éditeur. Alors, c'est Gallimard. Je ne sais même pas si j'ai donné le titre du livre, c'est L'Envers de l'été. Quel a été le travail avec l'éditeur, mais dans la maison d'édition? Il y a eu beaucoup d'échanges. Est-ce que vous vous êtes reposé sur cette personne? Comment vous prenez les critiques sur vos écrits? Comment ça s'est passé? Alors, donc mon éditeur, c'est Jean-Marie Laclaftine. D'ailleurs, ça a été l'éditeur de Catherine Cusset et de François-Henri Désérable, qui était là aussi. Ah oui, que j'avais rencontré précédemment. Vous avez l'occasion de le rencontrer. Et en fait,
c'est quelqu'un qui est assez peu interventionniste, en tout cas pour l'instant avec moi dans le texte, qui plutôt en fait va donner une sorte d'opinion générale sur le texte, et ensuite c'est à nous de l'interpréter, de la transformer en correction concrète. Mais pour ce premier roman, il a vraiment accepté la trame générale. Ensuite, on a travaillé des petits détails vraiment techniques de chronologie, de aussi couper un petit peu dans certaines choses qui étaient un peu trop longues ou trop répétitives. Et non, c'est quelqu'un à qui je fais une entière confiance, qui a une lecture extrêmement proche des détails, qui perçoit des choses sur le texte que moi j'avais même pas perçues. Quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a édité énormément de grands écrivains, Jean-Christophe Ruffin, Leila Slimani. Voilà, c'est vraiment des grands écrivains que j'admire, et on a une relation très amicale aussi en fait. Donc on se voit à des fréquences assez régulières. Par contre, je lui montre que des choses finies parce que c'est mon fonctionnement. Mais non, c'est quelqu'un de très doux, de très attachant. Et alors justement sur les choses finies, Catherine Cussel me confiait à l'instant qu'elle pouvait aller jusqu'à 25 versions, ce que j'ai trouvé absolument fou. Vous écrivez beaucoup, c'est vraiment un premier jet et vous réécrivez après, ou comment ça fonctionne dans votre... Ouais, non, moi c'est pareil en fait. Pour l'instant, on va voir si ça va changer, mais j'écris beaucoup à l'instinct. J'aime beaucoup le fait de ne pas savoir où je vais, pouvoir être surprise par un personnage qui m'emmène quelque part. Les fins, par exemple, je pense que je pourrais jamais écrire si je sais quelle est la fin. Si je l'écris d'avance dans un synopsis, je n'arriverai pas. Donc, la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de réécriture, et c'est assez fastidieux. C'est une partie très artisanale pour moi. C'est vraiment de l'artisanat. C'est vraiment accepter que chaque unité, chaque phrase doit être polie, revue, relue, coupée. Et du coup, il y a effectivement beaucoup de versions. Sur ce premier roman, je pense qu'il y en a eu une quinzaine, je pense une dizaine. Et j'essaie d'y prendre goût, parce qu'il y a aussi quelque chose de très laborieux. Mais bon, c'est le prix à payer pour écrire de manière instinctive au début, en fait. Donc je le vis comme ça. Je disais que le premier jet est très une sorte de fulgurance, et ensuite il faut accepter l'artisanat derrière. Mais j'aime beaucoup cette notion d'artisanat, parce que justement alors spécialement peut-être en France, après je sais pas, je n'ai pas vécu dans tous les pays. Personne, je pense. Voilà. On a cette vision des auteurs avec le génie. Enfin, il y a le côté, le génie littéraire, voilà, Rimbaud, etc. Où on imagine des fulgurances et des coups d'inspiration comme ça. Et donc c'est vrai que j'aime beaucoup qu'on parle avec les auteurs du côté artisanal et du côté revenir sur la phrase. Parce que c'est peut-être une des clés. Oui, complètement. Je pense effectivement, vous avez raison. Je pense qu'en France, on idéalise un peu la figure de l'écrivain. C'est quelque chose il y a un truc de l'ordre du génie, et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose il y a de l'ordre du métier. C'est un métier avec une technique. Après, effectivement, c'est pas le plus intéressant parfois, parce que il faut se poser, il faut accepter d'écrire 3 heures par jour, ou de revoir, de donner vraiment beaucoup de travail. Mais oui, moi je suis assez pragmatique aussi là-dessus. Je pense que c'est important que les gens comprennent que quelque part c'est la portée de tout le monde, qu'on n'a pas une imagination débordante ou plus que les autres. C'est juste qu'on a décidé de la cultiver, d'y revenir, de l'archiver, d'écrire tout le temps, ce qui fait que aussi, par exemple, moi j'écris beaucoup par fragments, donc plein d'expériences ou d'émotions sont déjà écrites dans des fragments que je vais ensuite recoudre entre eux. Moi, c'est quelque chose parce que j'aime beaucoup la spontanéité, la brûlure des fragments, parce que c'est des choses qu'on écrit quand on est malheureux, quand on est heureux, quand on a vécu des choses belles, quand on a vécu des choses... Et ensuite, pour moi, l'écriture, c'est comment une intrigue met en mouvement des fragments et des émotions qu'on connaît, qu'on a connues. Et ça rend aussi, ça peut rassurer aussi, parce qu'en fait, tout le monde a des émotions comme celle-là. Il suffit de prendre l'habitude et d'avoir la discipline de les écrire, de les archiver, de les retenir, et de se rendre compte que ça peut faire une histoire ensuite, si tout ça est mis en mouvement et travaillé par la partie artisanale, en fait. Et quand vous êtes satisfait du résultat, est-ce que vous avez une relectrice ou un relecteur ou plusieurs de confiance à qui vous confiez déjà l'écrit avant l'éditeur, bien sûr? Ah oui, complètement. Moi, j'ai vraiment besoin de... Après, je viens de commencer, donc j'ai peut-être pas aussi le réflexe et l'habitude qu'un éditeur arrive plus tôt dans le processus d'écriture. Mais oui, j'ai 4-5 amis qui ont lu beaucoup de choses de moi et dont je sais aussi les retours sincères, parce que c'est difficile d'avoir des retours. Comme c'est sacré, les gens aussi n'osent pas faire des retours. Oui, on peut avoir des compliments. Intimidés, parce que, voilà, c'est ça, par le côté objet, lit, enfin voilà.
histoire, écrivain, etc. Et non, j'ai vraiment des retours et j'aime beaucoup avoir des retours. Enfin, j'ai un cercle d'amis et puis voilà, de famille qui me relisent. Et j'aime beaucoup avoir des retours sur vraiment toutes les dimensions. Donc il y a des gens qui regardent que l'intrigue. Et je sais quand ils vont s'ennuyer, ils vont me le dire. Ceux qui regardent les émotions, ceux qui regardent le style. Et il faut avoir, je pense, des relecteurs de toutes les natures pour réussir à avoir un retour juste sur un texte. L'envers de l'été, alors c'est une sorte de conte, parce que je sais que c'est dans un pays au bord de la Méditerranée, mais on ne sait pas lequel. Et c'est qu'est-ce que vous vouliez comme ça atteindre avec cette dimension un peu onirique, quoi, on ne sait pas exactement où on se trouve. Pourquoi vous avez choisi de situer dans un pays qui n'existe pas, ou dans une ville qui n'existe pas? Non, mais c'est très juste ce que vous avez dit. Je pense que c'est vraiment ça, c'est d'essayer de créer une espèce d'univers suspendu qui finalement n'est pas territorialisé, n'est pas aussi... Enfin, ça ne le rend pas interprétable par une réalité sociologique, anthropologique ou culturelle, parce qu'étant marocaine, on peut aussi, en tant qu'auteur du Sud et auteur marocain, on est très vite ramené à ça, quelque chose de diplomate, quoi. Alors le Maroc c'est comment, le collier berbère, qu'est-ce qu'il signifie, et moi j'avais pas du tout envie de faire ça. En tout cas dans ce roman-là, je voulais vraiment inviter les lecteurs à aller dans un univers un peu suspendu, un peu lié à l'enfance, aux souvenirs, à l'été, et donc c'est vrai que les gens mettent beaucoup de leurs propres souvenirs quand ils lisent ce roman. Enfin, en tout cas c'est ce que j'ai eu comme retour, et mon idée c'était d'interroger justement les mythes, déconstruire un peu les mythes. Donc il y a l'été, donc l'envers de l'été, il y a aussi la famille, en fait, c'est comment, dans un vécu méditerranéen qui est aussi le mien, on peut surinvestir la famille, avoir l'impression que c'est une valeur refuge. Effectivement, cette vie un peu les uns sur les autres, et comment un événement traumatique, la mort d'une grand-mère, peut réinterroger tout ce vécu-là, et notamment quel impact ça a sur les souvenirs. Parce que finalement, quand on perd quelqu'un d'important qui est un peu la matrice, une matriarche dans une famille, non seulement on se partage la maison, et donc quelque chose de très matériel, mais en fait on se partage aussi des souvenirs. Et chacun part avec son lot de souvenirs concurrents. Moi j'ai vécu ça, ma mère elle m'a traité comme si, moi j'ai pas eu ce que je voulais, etc. Et ça m'a fascinée, ça me fascine, cette question du partage des souvenirs et de comment un événement traumatique peut faire revisiter à chacun ses propres souvenirs au sein d'une même famille qui a été unie. Et donc voilà, c'est un peu invité à déconstruire ces mythologies-là. Et puis la troisième mythologie, c'est la mythologie des origines, du territoire des origines. Donc c'est le personnage que j'ai créé, a grandi en France, mais passe tous ses étés dans un village qui s'appelle Tef. Et finalement, pour moi, les origines, c'est un mirage, parce que c'est quelque chose qui est attirant, enfin, c'est magnétique presque, et en même temps qui se dérobe sans cesse. Et c'est ce qui va lui arriver en fait dans cette histoire un peu initiatique, c'est se rendre compte que son rapport à la Terre est un mirage, est quelque chose de magnétique et fantasmé. Et d'ailleurs, pour nuancer le côté mirage, dans l'histoire, la Terre rattrape ses petits aussi. Moi, je crois beaucoup à la Terre, et la Terre Gaïa, qui est le nom de la grand-mère, la maison. Et puis, voilà, les événements montrent aussi que c'est un mirage, certes, mais que la Terre aussi, les racines, c'est quelque chose qui nous rattrape. Pas forcément pour toujours, mais auquel on revient. C'est des territoires on les quitte et on y revient au gré des événements de la vie, au gré des départs, au gré des amours, au gré des décès aussi. Et voilà, ça raconte un peu tout ça. Modestement, parce que là, ça a l'air très philosophique, mais bon, enfin... C'est une belle histoire à découvrir. Merci. Dans l'envers de l'été. Juste avant de se quitter et de vous rendre aux gens qui sont là sur le salon pour vous rencontrer, j'aime bien terminer les interviews comme ça. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un justement qui hésite à se lancer, qui commence à écrire peut-être, mais qui n'ose pas, qui n'ose pas, ou alors qui a un conseil de travail à donner à un ami. Ouais, non, mais c'est... En fait, moi, en tout cas, dans la manière dont je fonctionne, c'est vraiment, de prendre conscience que les fragments, les petits bouts d'idées qu'on a tout le temps, c'est déjà une matière première d'écriture, et qu'il faut les noter dans un premier temps, d'avoir des notes sur iPhone, un Google Doc, un carnet, n'importe quoi, mais quelque chose qui fait qu'on archive ça. Et ensuite, pour moi, le deuxième conseil, c'est le rituel. Faut avoir un rituel auquel on peut se restreindre et qu'on peut respecter. Donc il ne faut pas avoir des objectifs trop élevés par rapport à notre réalité. Donc si c'est une fois par semaine, c'est une fois par semaine. Si c'est tous les jours, c'est tous les jours. Mais en tout cas, avoir un rituel. Et donc, petit à petit, une fois qu'on a assez de fragments, on se rend bien compte qu'il y a des thèmes qui nous obsèdent, qui reviennent, malgré nous, parfois de manière délibérée, mais souvent malgré nous quand même. Et c'est là, en général, qu'il faut mettre le doigt dessus. Et dans les rituels quotidiens ou hebdomadaires, commencer à formuler des débuts d'histoire, glisser les fragments
les tisser les uns aux autres et finir des choses. C'est important de finir des choses parce que c'est le plus dur en fait. Il faut mieux finir des nouvelles que finir un roman. Finir une nouvelle, finir une deuxième nouvelle, et là après on peut s'attaquer à un roman. Donc, pour moi, pour résumer, c'est les fragments mis en mouvement par un rituel et sous des formes qu'on peut finir. Donc c'est une poésie, c'est une nouvelle, je sais pas, mais en tout cas c'est une forme, c'est des petites victoires et le fait de les partager aussi, ça permet d'avoir un premier public et donc aussi de se donner le courage pour aller sur des choses plus longues, parce que quand même un roman, même pour moi qui en écris un, honnêtement, il y a des fois où on a le temps en fait 10 fois de trouver ça nul, de vouloir arrêter. Donc je ne conseillerais pas de commencer par un roman si on n'a jamais tenté l'aventure, mais des fragments et des nouvelles et de la poésie. Merci beaucoup, on a une vraie méthodologie. Vous me direz si ça marche alors. Je rappelle que votre premier roman, L'Envers de l'été, est paru chez Gallimard. Et je vous remercie beaucoup, Hajar Azel. Merci. Merci à vous, avec plaisir. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.